Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la question animale. Anne-Laure Menkens est fondatrice de l'entreprise DDZ, Drôle de Zèbre. Elle milite pour rendre compatible l'activité humaine avec le respect du vivant et des vies animales. J'aime les animaux, les petits, les gros, qu'ils soient Oh oui, filets, aucun qu'ils doute, soient Anne-Laure beaux. Menkens aime les animaux, les petits, les gros, c'est une évidence. Elle a même, je dirais, le label de la bête, infatigable chercheuse et sensible à la question animale depuis toujours. Elle veut tout savoir sur eux et n'hésite pas à faire les fonds de terroir pour avoir la moindre info. C'est une cynophile avertie du grec kounos, chien, parlant espagnol breton couramment, mais également catophile, du latin catus, chat, hippophile, colombophile, poissonphile, fil de laine de mouton, bref, animalophile. On imagine aisément que chez elle, il doit y avoir plein d'animaux domestiques et de domestiques animaux. Des babysitters à poils longs pour garder les enfants, des cerfs pour le service, des boucs pour apprendre à lire, des mules pour les chaussures, des moutons pour la poussière, je vois qu'on suit, des élans pour l'amour, bref, entrez, ne vous faites pas prier, le bestiaire est gratuit. Si Anne-Laure parle des animaux, c'est souvent aussi pour mieux parler des hommes. Mais attention, elle ne dit jamais que les gens sont bêtes. Ce serait faire injure aux animaux. Au contraire, elle questionne sans retenue notre rapport au vivant, à la biodiversité, aux animaux, et ne se prive pas d'évoquer le commun des sauterelles, la foule des ânes anonymes, les vrais rapaces, les faucons, le comité d'éthique, les aoûtas en vacances, sans oublier les fourmis formidables. Allez, on arrête, n'en jetez plus. Après cette échappée bête et ce défilé d'animaux en folie, passons aux choses vraies et sérieuses. Si Gandhi affirmait que la grandeur d'une nation et son progrès moral sont jugés à la manière dont les animaux sont traités, alors, mesdames et messieurs, que faut-il penser de notre société? Que penser de la relation homme-animal? Comment sensibiliser davantage à la question animale, à la biodiversité? Quelle est l'histoire de DDZ, Drôle de Zèbre? Quelles sont ses missions? Qu'est-ce que l'animalise? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Elle est formatrice consultante sur ce sujet. Anne-Laure Menkens, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Eh ben, merci. On est de m'avoir très heureux de invitée. vous accueillir autour de ce petit comptoir. C'est de comme toujours. Et puis avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter deux drôles de loulous loustiques en bras de chenille. J'ai nommé nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme, on a loupé tout à l'heure, tu voulais dire que le mouton c'est un animal à poil laineux. Oui. C'est pas répondé. Ah. il court à perdre la laine aussi. Oui, Il y a du niveau. Oh là là, ça commence bien. Moi, je dis que cette rentrée, cette nouvelle saison, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Alors, Jean-Pierre Pouvreau, du Poucton, fenouillé au menu. Ben, ils ont fait de sardines à l'huile. C'est une recette de marin de la famille Driez du Fenouillet, qui était une famille de marins de plusieurs générations. Et c'est leur recette de sardines à l'huile qui est excellente à faire soi-même. C'est simple, hein. Une fois qu'on a la méthode de basique, c'est enfantin. Faut les faire à la maison de la sardine. À la pleine saison, là, c'est là où il est la plus grasse. Là. Août, septembre, début octobre encore, c'est la fin, mais il y a encore de belles sardines bien grasses. Très bien. Et comme cette année, la sardine, elle a un peu maigri, comme un peu partout, il y a moins de pêche. Elle est un peu plus petite qu'avant. Bon, là, c'est la bonne saison. Là, elle a atteint une taille qui est conséquente, qu'on peut faire de sardines à l'huile. Mais elle est restée quand même beaucoup plus petite qu'il y a une dizaine d'années. Quand même. Je vois que vous êtes venu sur la pointe des pieds. Avec notre invité, vous vous êtes dit, on va choisir la sardine. Hein, Ben, la sardine, ça... sur la question animale. Oui, mais puis ça se dépasse en bande, donc il y a l'intelligence du groupe. Ah, d'accord. Ah, il y a c'est- l'intelligence du groupe, voilà. Tu sais que ce monsieur Pouvreau, il a de la suite. Jean-Pierre Bertrand, bonjour. Bonjour. Ça va-t-il? On va comment le mener? Voilà, j'attendais la phrase, on va comment Donc, les on va mener. bailler. On va bailler. On va bye bye. La question animale, c'est un sujet là aussi où il y a des archives, la relation à l'animal depuis Oui. que l'homme est homme, éleveur. Il y a beaucoup d'archives Il y a parce beaucoup que d'archives. j'allais dire le 19e siècle et puis le début de ce 20e siècle, du 20e siècle, a été une époque où il y a eu énormément de brassages, hein, où
on a compris que des animaux étaient adaptés, mieux adaptés ou pas adaptés, et qu'on a introduit des races. Je vois simplement sur le mouton, par exemple, il y a eu besoin d'introduire pour fournir de la laine, et on a introduit le Soudon en Vendée. Bon, etc. Les Hollandaises, par exemple, la race hollandaise a été introduite au XVIIIe siècle parce qu'elle avait un lait très riche en matières grasses. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, on est un petit peu le reflet de ces mouvements, de l'histoire. En tout cas pour la Vendée. Je ne vais pas parler ailleurs, mais là, c'est sûr. Et de notre relation aux animaux aussi. Oui. Eh bien, on entendra ça dans un instant. Anne-Laure Menkens, DZZ, drôle de zèbre. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi cette entreprise? C'est quoi les missions de DDZ? Ok, alors Drôle de zèbre, c'est une entreprise individuelle donc, qui a été créée par moi fin 2020. D'accord, donc c'est assez récent. C'est récent, tout à fait. Moi, de formation et de métier, je suis juriste en droit public. D'accord. Et donc, j'ai voulu créer cette entreprise pour une mission particulière qui est, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est de rendre compatibles les activités humaines avec le respect des vies animales. Et donc concrètement, je fais quoi? Donc en fait, j'accompagne les entreprises et les collectivités territoriales à prendre en compte les animaux. Et donc j'ai deux pans d'activité. J'ai le pan d'activité formation et le pan d'activité mission de conseil. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est une réalité, ça, les collectivités territoriales qui sont confrontées aussi à la question, dans leurs compétences, je pense aux animaux errants. Errants, tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se passe? Parfois, alors, les élus sont démunis. Tout à fait. Les élus sont parfois démunis et c'est en partie pour ça que j'ai créé Drôle de zèbre. C'est que je me suis rendu compte de ça. Parce que c'est vrai que la question animale dans les collectivités territoriales n'est pas tout à fait nouvelle. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'on a aujourd'hui en France plus de 100 élus qui ont une délégation dédiée à la condition animale. Ça, c'est nouveau. Et donc effectivement, quand on est élu, en fait, on peut faire plein de choses pour les animaux, mais il y a aussi des obligations légales qui sont dans les collectivités territoriales. Encore faut-il le savoir déjà. Et en plus, on peut faire énormément de choses en faveur des animaux, à la fois les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les animaux d'élevage. On peut faire énormément de choses. Encore, faut-il le savoir. Et être informé et formé sur le sujet. Voilà. Et puis sans doute aussi, effectivement, aux élus, mais pour mieux s'adresser encore à la population, s'approprier ces questions-là, se dire que c'est aussi l'affaire de tous. C'est vrai que des animaux errants, comment on gère aussi ses propres animaux. C'est ça. Est-ce que, par exemple, je pense aux campagnes de stérilisation qu'on voit souvent dans la presse, des mairies qui se lancent dans des campagnes de stérilisation, est-ce que là, vous les accompagnez sur ces campagnes-là? Tout à fait. Je peux les accompagner et surtout, je peux faire le lien avec des associations qui elles-mêmes font des campagnes de stérilisation et qui ont des finances en fait, pour aider les collectivités. Et donc ça, c'est des grandes associations nationales qui ont ce financement-là, mais encore une fois, faut-il le savoir. C'est un sujet assez récent. Dans les collectivités, oui, c'est un sujet assez récent. J'ai été pionnière sur la question, donc oui, c'est un sujet assez récent. Par exemple, vous avez l'article, il y a un article en fait dans le Code de la commande publique qui permet aux collectivités territoriales d'utiliser le bien-être animal pour choisir ses prestataires. Par exemple, ses prestataires de fourniture de denrées alimentaires pour les cantines scolaires. Là, les collectivités ont le choix d'utiliser ce fameux article, c'est l'article R2152-7 du Code de la commande publique. Les collectivités peuvent utiliser cet article-là pour dire aux fournisseurs, nous, on fait attention au bien-être animal, donc on veut des fournisseurs, des éleveurs par exemple, qui font attention au bien-être animal encore plus que les obligations légales. D'accord. Donc, par exemple, on ne veut que des œufs issus de poules élevées en plein air, par exemple. Ça, c'est une possibilité qui est offerte aux collectivités. Parce qu'on parle beaucoup de la loi Egalim. Est-ce que dans la loi Egalim, donc qui maintenant les collectivités doivent, dans la restauration et les cantines, s'y plier, est-ce qu'elle intègre ces questions-là?
Ou elle va peut-être pas En aussi loin. partie, mais elle ne va pas aussi loin. Ouais. Dans la loi Egalim, en fait, il y a des histoires de labellisation et de produits durables. Ouais. Et dans ces labels, il peut y avoir effectivement des choses en lien avec le bien-être animal, mais ce n'est pas obligatoire. Ouais. Et c'est là aussi où tout est la difficulté de bien comprendre ce qu'est un label et qu'est-ce qu'il y a derrière et C'est qu'est-ce ça. qu'il y a dans le cahier Ouais. des charges des labels. Ouais. Et c'est là où faut aller fouiller en fait. Ouais, c'est assez technique. C'est technique, C'est- clairement c'est technique. Et est-ce qu'on parlait d'un sujet récent, alors même si le sujet ne l'est pas, en tout cas la prise en charge par les collectivités, est-ce que c'est aussi lié à cette prise de conscience on a vu cet été, un été très sec, des règlements climatiques, on entend beaucoup parler d'environnement, d'écologie. Ça a aussi exacerbé cette question-là? Oui, en tout cas, effectivement, ça la met en valeur. On sait qu'il y a de plus en plus d'attentes des citoyennes et citoyens sur ce sujet-là. Et clairement, le fait qu'il y ait de plus en plus de délégués à la condition animale dans les collectivités, ça répond en partie à cette attente. Ouais. Donc oui, il y a un lien clair. Et effectivement, vous avez bien fait de le souligner, il y a un lien clair entre le réchauffement climatique, par exemple, et l'effondrement de la biodiversité, qui s'impactent mutuellement. Et oui, encore une fois, il y a de l'attente sur ça et on a vu cet été que l'été qu'on a eu, ça rend visible beaucoup plus ces problématiques-là. Complètement. Alors, je vous propose, on marque une petite pause, on va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau du Poucton Fenouillet. Ma grand-mère, qui travaillait beaucoup, disait « Mon petit gars, Toi, que disait votre grand-mère? mais qu'est-ce qu'elle disait? Elle me dit, elle travaillait très dur. Elle disait, le matin, il me couche bête et le lendemain, il me lève à Nimao. Donc, il y a un lien quand même de cause à effet. Elle travaillait jour et nuit, ma grand-mère. Mes grands-parents étaient charcutiers. Les arrière-grands-parents aussi. Le père Joubert, Boudin. Boudin. Il faisait tous les pèlerinages de Vendée. Ah ouais, c'était. Ouais. Il faisait de la charcuterie de ménage. Il n'avait pas pris le métier de charcutier. Et donc, sa charcuterie était très bonne. Et donc, à la fin des marchés et puis des pèlerinages, il faisait tout ce qui était commercial. Et donc, il vendait tout. Il rentrait à vide. Il faisait des sandwichs avec du boudin, du pâté, des rillettes. Voilà, donc il s'appelait Boudin. Voilà, il achetait les cochons dans les fermes. Et à chaque fois qu'il achetait un cochon dans une ferme, ben, il négociait et après ils arrosaient ça. Et souvent, il restait dormir chez le gars, il ne savait plus quoi en faire. Et à un moment temps, le gars en avait marre de le voir. Parce qu'il me dit, bon, il y a l'homme de coucher. Et le grand-père dit, bon, d'accord, il y a l'homme de coucher. Et puis il va se coucher dans la chambre où sa femme dormait. Si. Moi, c'est un copain de la cloche qui m'a raconté ça. Ben, tu vois, c'est pas mon grand-père qui me l'a dit. Et il m'a dit, obligé de le déloger, il était en train de ronfler dans mon lit. Et dis donc. c'est vieux, là. Vous en avez des histoires. Ça pourrait être une émission à lui tout seul. Ah ouais, vous aimez les histoires? Oui. Eh ben, mariez-vous. Mariez-vous. Le pauvre chaud. Bon, allez. Alors, La recette de la sardine à lui, c'est une recette de la famille Driez du Fenouillet. C'est une famille de marins. Donc, c'est vrai qu'on est en pleine saison, là, septembre-octobre. La sardine est bonne à mettre en conserve. Donc, tout d'abord, il faut acheter de la sardine ultra fraîche. Il faut la vider, l'éviscérer, et puis après vous la mettez dans une saumure. Donc vous mélangez du gros sel tant que vous mettez une patate à flotter dans la saumure, et quand la patate elle commence à flotter, votre saumure elle est bonne à utiliser, quoi. Alors on peut mettre un petit peu de sucre, on peut mettre 5 grammes de sucre à peu près au kilo de sel. Bon, là ensuite votre sardine est étée et vidée, vous la plongez pendant 2 heures dans la saumure, 2-3 heures. Après vous la sortez, vous la séchez, vous la mettez à sécher une nuit au frigo, bien étalée, quoi. Il faut la suspendre si on peut, c'est mieux. Et une nuit après, elle est bien sèche, vous la faites frire dans un bain d'huile d'arachide. Voilà, alors ça frit quelques minutes, hein, c'est instantané pratiquement. Hein. Et une fois qu'elle est frite, on la retire du bain de friture. Et là, il faut la faire ressécher encore une nuit. Toute la technique de la sardine à l'huile, il faut qu'elle soit bien sèche. Il ne faut plus qu'il y ait d'eau, il faut qu'elle soit bien sèche. Et après, vous remplissez les pots, il faut bien la serrer parce qu'évidemment, l'huile a tendance à prendre le dessus. Et alors, une fois qu'elle est bien séchée, donc 2 jours après, vous la couvrez moi, je mets moitié huile de colza et moitié huile d'olive. Il faut mélanger. Ouais, moi, je mélange toujours les huiles. Ouais. Et donc, on met du thym, du laurier, de la mignonnette ou du poivre en grain. Voilà.
couvert de façon hermétique et à stériliser. Nous, on l'a fait au four à 120 degrés pendant 4 heures. Autrement, vous la faites dans un stérilisateur de ménage. Voilà. Vous mettez ça dans l'eau bouillante pendant 4-5 heures. Voilà, et vous avez votre sardine qui, quand elle est prise comme ça, voilà, elle est bonne. Et vous pouvez la conserver au frais dans une cave, à l'abri de la lumière, et on peut la manger pendant une année, 2 années. Voilà, il ne faut pas prendre de risque, pas le conserver trop longtemps, mais c'est comestible pendant 2 ans. Et là, il n'y a pas de crème. Et là, c'est une des rares recettes où il n'y a pas de Ouais, crème. mais celle-là, faut le oui, parce que souligner, oui, Bon, ce qui est assez d'ailleurs, rare. dans ma recette de lard de pote, il n'y a pas de crème non plus. Celle-là, on l'attendait. Tête de cochon. Ah, il sait s'adapter aux invités, cet homme-là. Merci Jean-Pierre. Non, ça fait plaisir. Drôle de zèbre, Anne-Laure. Est-ce qu'on retrouve d'autres entreprises de ce genre en France ou c'est unique? C'est unique. Drôle de zèbre est unique. Ouais. Ouais, ouais. C'est- Ça a été vraiment calqué en fait cette entreprise-là sur mes compétences en fait, ce que je savais faire. Parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour le ministère de l'économie. Donc j'ai réalisé des enquêtes économiques auprès des entreprises et des collectivités territoriales. Donc je suis voilà. Je fais assez facilement des audits, ça je sais faire. Ce qu'on appelle les animalises? Non, c'est... Alors voilà, du coup, j'ai créé l'animalise. Alors, c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que c'est l'animalise? Donc, c'est un néologisme. Et donc, en fait, c'est l'analyse des activités d'une entreprise au regard de la condition animale. Ok. Donc, concrètement, ça va être quoi? Ça va être un audit, en fait. Je vais analyser, donc déjà, je vais observer. Ensuite, je vais analyser les impacts et les dépendances des activités de l'entreprise vis-à-vis des animaux sauvages, d'élevage, de compagnie. Et ensuite, je vais préconiser des actions. Alors, des exemples, par exemple? Alors, des exemples. Par exemple, là, je viens de terminer une animalise auprès d'une clinique vétérinaire. Ok. Et donc, alors, sans surprise, évidemment, il y a une grande dépendance vis-à-vis des animaux de compagnie. Mais il y a aussi beaucoup de dépendance vis-à-vis des animaux d'expérimentation et des animaux sauvages et d'élevage aussi, indirectement. Et donc, par exemple, du coup, l'animalise a permis de mettre en lumière une assez grande dépendance vis-à-vis des animaux d'expérimentation. Et du coup, alors j'ai préconisé des actions pour essayer de limiter cette dépendance-là. Et quand c'est pas possible, de compenser en fait ces actions par des actions compensatoires. D'accord. Voilà. Et donc, par exemple, j'ai préconisé de ne plus utiliser du tout de désinfectants qui sont expérimentés sur les animaux. D'accord. Voilà. Et ça, c'est possible. C'est possible. Parce qu'il en existe. Ouais. Donc ça, c'est bien. Après, tout ce qui est médicaments, vaccins, ça, c'est pas possible en l'état actuel des choses. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser, entre guillemets. Ouais. Et donc, on peut faire des partenariats avec des associations qui, elles-mêmes, vont, par exemple, réhabiliter des animaux de laboratoire. D'accord. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on peut faire ça. Sur les animaux sauvages, on peut faire tout plein de choses. La clinique vétérinaire, donc, pour laquelle je viens de travailler, j'ai vu qu'aussi à TV Vendée, vous avez ça, un grand espace avec plein d'herbes. Oui. Et en fait, il ne se passe rien dessus, a priori. Pas utilisé. Voilà, c'est pas utilisé, c'est un peu dommage. Et du coup, on peut planter en fait des plantes mellifères qui vont attirer. attirer, voilà, enfin attirer oui et non, mais en tout cas, ça va permettre aux pollinisateurs de manger tout simplement, puis de faire leur travail de pollinisateur, donc de favoriser la biodiversité. C'est tout bénef. Et ça, c'est tout bénef. Et franchement, en tout le plus, monde. en termes de coût, c'est très réduit. Ouais. Et en termes d'impact, c'est assez fort. On va vous faire passer par le bureau de la direction après l'émission. Très bien, voilà. Et c'est vrai D'accord. que ces actions-là, l'animalise, en fait, ça s'intègre globalement dans un audit RSE. Je ne sais pas si vous connaissez tout à fait. RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. D'accord. Et donc, en fait, c'est le développement durable qui est appliqué aux activités des entreprises. d'entreprise. Voilà. Et donc, on a depuis la loi Pacte qui date de 2019, on a un article dans le Code civil, l'article 1833, bon, on s'en fiche un peu du numéro, mais... Vous êtes juriste. Ouais, voilà, je suis juriste, donc pour moi c'est important, qui dit que, en fait, toutes les sociétés aujourd'hui en France doivent prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux des activités de l'entreprise.
Donc c'est une obligation. Une obligation. Et donc comment on fait en fait? Ouais. Eh ben, notamment par justement des actions RSE, ce qu'on appelle RSE, D'accord, qui rentrent responsabilité dans ce sociétale cadre-là. des entreprises. Et dans le développement durable, en fait, le bien-être animal est une composante du développement durable. Ouais. Et donc, Et tout est lié. tout est lié, tout s'imbrique. Tout s'imbrique. Et moi, je viens avec l'animalise aussi mettre une couleur particulière aux politiques RSE des entreprises. Ouais, en fait, c'est très concret. C'est hyper concret. Très concret avec des pistes possibles. Ouais. C'est pas seulement en pointe. Et, Tout à fait. et un Non, conseil. c'est pas seulement en pointe, je préconise Ouais, et j'explique complètement. pourquoi je préconise et j'explique les effets de ces actions-là. Et c'est vrai que la RSE dans les grandes entreprises, ça peut être vraiment... ça peut être un peu nébuleux et pas très incarné en fait. Et c'est vrai que la question animale l'animalise permet vraiment d'incarner ces politiques-là. Et est-ce que c'est applicable dans les restaurants végétariens? Oui, ah oui, tout à D'accord. fait. Oui, c'est applicable. Il y a toujours des choses à faire en fait. C'est ça qui est bien. Oui, d'accord. Ouais, tout à fait. Eh bien, on va vous proposer une animalise sur la chronique de Jean-Pierre Bertrand maintenant, de bouche à oreille. Monsieur Jean-Pierre, la question animale. Oui, ben alors je ne suis qu'un modeste représentant de ceux qui vont causer, n'est-ce pas? Il est évident que notre comportement envers les animaux est radicalement changé. Ah, c'est sûr. Hein, ça, c'est évident. Même s'il y a encore des gens qui ont des comportements qui ne sont pas acceptables, mais on va parler, ceux qui vont parler ont été des protecteurs. En tout cas, ils avaient besoin des animaux. Des animaux, c'est... Et en cherchant des témoignages, je suis tombé sur une information et que j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on flatte les poules d'être des bonnes couveuses. Il n'y a pas que les poules. Mais il n'y a pas que les poules. Alors on va écouter Marcel Millet, qui est de Bas-Agen-Parais, qui amène une autre information qui pourra peut-être vous être utile chez les marchands de volailles, les accouveurs, etc. etc. Alors, on va écoute tout savoir Madame sur les Millet couveuses. de Bas-Agen. On écoute. On avait les volailles en liberté. Mais enfin, on avait plutôt un dindon et 2 ou 3 dindes. Parce que la dinde était particulière pour couver. Elle couvait meilleure couveuse qu'une poule. Et alors on pouvait lui mettre, au lieu d'une poule, on lui mettait 15 œufs, c'était largement assez. Mais une dinde, on peut lui en mettre 2 douzaines. Elle est beaucoup plus grosse, comprenez-vous. C'était une bonne couveuse, les dindes. Puis après, bonne mère des petits poussins. Là. Eh oui, la dinde. Ah oui. Avec, on a pu voir aussi des photos de votre activité, de vous, pendant le témoignage. Autre témoignage? Alors un autre témoignage, c'est le commun de pratiquement toute la société paysanne, rurale. C'est la place des animaux dans la maison. Contrairement aujourd'hui, où j'ai vu une fois, j'ai entendu la somme que dépensaient des gens pour élever un chat, un chien et tout ça. C'est faramineux. En fait, derrière, aujourd'hui, il y a une véritable industrie. Alors, Il y a un marché comment... Il y a un vrai marché public. Là, c'est pas comme toujours. Hein. Oui. On l'a virouné. On l'a béchangé. On l'a béchangé. Oui. Alors, on va entendre la place des animaux de compagnie dans les foyers vendéens. Et c'est Christine Barrault des Sigournais qui évoque cette jeunesse avec les animaux domestiques. On écoute. Est-ce que vous aviez des animaux de compagnie? Un chat et chien, oui. Quel rapport on avait avec son animal? Est-ce qu'il rentrait dans la maison? Oui, on lui donnait à manger dehors, mais enfin, il rentrait quand même à la maison, que dans la cuisine. Et est-ce qu'ils avaient un rôle? Alors vous disiez les chiens pour les bêtes. Ah ben oui, parce que les chiens, ils sont dressés pour emmener les bêtes au champ, tout ça, ils les suivaient bien comme il faut. Ici on disait, fais le tour là-bas, va chercher celle là-bas. Allez hop là, il allait le chercher. Hein. Et pour le chat, qu'est-ce qu'on attendait d'un chat? D'un chat? Ouais. Mais c'était peut-être les souris, moi je sais pas, parce que je croyais qu'il y en avait autrefois. Hein. On en avait plusieurs dans les fermes? Moi je sais qu'on en avait 2. Eh oui, notre relation aux animaux domestiques change. Radicalement. Radicalement. Merci Jean-Pierre. Ouais. Et on a vu que l'élevage, l'agriculture se sont modifiés. Hier, toutes les vaches avaient un nom. Aujourd'hui, les cheptels se sont agrandis. Quel regard vous portez sur notre rapport aux animaux d'élevage? À la fois une fascination, on le voyait, pour des animaux domestiques, et puis
est-ce qu'on peut parler de mépris pour des animaux dits de production, les porcs qui seraient destinés qu'à être en batterie? Oui, mépris, je ne sais pas, mais peut-être de l'indifférence. Après, je prends toujours du recul. Ouais. Et, avant de créer Drôle de zèbre, avec mon conjoint, on a fait un tour du monde sur le thème de la protection animale. Et donc, on a pu voir aussi les rapports ne sont pas les mêmes selon les endroits, voilà, d'une culture à l'autre. Après, c'était très, très subjectif, ce qu'on a vu, forcément. Mais en tout cas, c'est réel en fonction de la culture, de l'endroit où on se trouve et du moment aussi où on se trouve, c'est tout à fait différent. Ouais. Et en tout cas, il est clair que dans les élevages intensifs, il est très, très difficile de respecter le bien-être animal. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs de l'INRAE qui ont récemment écrit un article sur ça. Et c'est vrai qu'il voilà, y a matière à réflexion, en tout cas, sur ce sujet. C'est un équilibre fragile entre la réalité économique et puis un système qui est déjà engagé. Exactement. Et sur la consommation de masse, en fait, des produits d'origine animale. Et là, on voit que depuis quelques années, il y a de moins en moins de personnes qui mangent de viande, en France, en tout cas. Les choses évoluent et bougent. Choses évoluent. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci les Jean-Pierre. Et puis, comme de coutume, on va se dire... Mais à toutes. À toutes. Dans